Au fil des chapitres, l'empereur Kaido au sang bête propose une prestance frôlant la perfection en tant qu'antagoniste. Puissance inégalable et incarnation même de la terreur. Le sujet d'aujourd'hui va précisément mêler passé, présent et futur. En entremêlant ces trois temporalités, nous pouvons déceler une potentielle destinée d'ampleur mondiale pour la bête. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette théorie, qui est la plus grosse théorie que j'ai produite depuis le début de la chaîne. Équipage des Rocks, bataille d'Onigashima, siècle oublié, Numbers, Barbe Noire, forme dragon de Kaido, Oz, Momonosuke, Ryuma, l'histoire du pays de Wano et de la lignée Kozuki, ainsi que l'avenir même du pirate. Accrochez-vous, tous les éléments cités et bien d'autres vont être liés de sorte à créer une véritable frise chronologique, reliant les légendes et les siècles. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît, je produis régulièrement des vidéos sur One Piece. Je mets fin à l'introduction ici même et c'est parti pour la vidéo. Commençons là où nous devons commencer. Partie que je nomme passé proche. L'origine connue actuellement du pirate. Il était membre, comme vous le savez, du cruel équipage des Rocks, connu comme étant en son temps l'équipage le plus puissant du monde. Ce qui est intéressant avec Kaido, en comparaison avec ses ex-camarades, c'est un détail prononcé par Sengoku. Il qualifie effectivement Kaido d'apprenti à cette époque, chose qu'il ne déclare pas vis-à-vis d'autres personnages comme Big Mom, Newgate ou encore n'importe lequel. C'est de là que je lance mon hypothèse. Effectivement, le fait qu'il était apprenti m'a directement mis en résonance avec Shanks et Baggy, qui eux seront quelques décennies plus tard des mousses sur le navire de Goldie Roger. Roger a voulu transmettre à Shanks ses valeurs ainsi que ses idéaux durant leur périple commun. Rayleigh dit d'ailleurs que Shanks est l'un des derniers à avoir retenu les mots de son capitaine. En résumé, je vois leur relation comme un héritage idéologique. Je précise que ce dont je parle n'a rien à voir avec la succession des héritiers de Joy Boy. Ici, il est question d'un héritage qu'on trouve entre un élève et son maître. Si j'explique ça, c'est pour rebondir sur les Rocks. Les pirates antithétiques à l'équipage du roi des pirates. Kaido étant défini comme apprenti, qui est équivalent à un mousse en termes de hiérarchie, je prétends qu'il est celui dont Xebec a voulu faire son héritier. Les autres étant déjà des pirates accomplis, il lui était beaucoup plus abordable de transmettre ses idéaux à un jeune encore inexpérimenté. Voilà donc l'idée. Tout comme Shanks aura hérité des valeurs exprimées par son ancien capitaine, comme la liberté de vagabonder en mer, Kaido aurait fait de même avec les valeurs guerrières, de pouvoir et de domination. Ces trois valeurs qui sont bel et bien communes entre les deux personnages. Xebec, qui avait la réputation de lancer de nombreuses attaques dites terroristes auprès des détenteurs du pouvoir à l'échelle mondiale, le gouvernement, et qui avait pour projet de devenir maître du monde. Kaido offre le même constat. Il assemble une armée avec les plus puissants pirates possibles. On l'a vu avec les supernovas qu'il préfère recruter que tuer, ou encore avec Ashura. Et la création de cette armée a pour finalité de lancer la plus grande guerre possible et devenir lui aussi maître du monde. Véritable similarité entre deux, qui ne s'arrête en plus de ça, même pas ici. Abordons ensemble leur territoire. D'un côté la ruche, appelée aussi l'îlot pirate, d'un autre côté Onigashima, que Kaido appelle paradis des pirates. Je rajoute même que Teach définit à son tour la ruche comme paradis pour les pirates. Ça, c'est le premier point, et nous avons un attrait visuel commun et marquant. Les deux territoires se distinguent par la présence d'un crâne géant surplombant le lieu. De plus en plus, on constate que Kaido a bien repris les idéaux transmis par son ancien capitaine, et va tout faire pour accomplir ce que Xebec n'a pu faire de son temps, conquérir le monde. Pour cette seconde partie, plongeons dans un passé encore plus lointain que ces 4 décennies. Je nous projette il y a 700 ans. À la fin du siècle oublié, quelques décennies seulement après cette mystérieuse époque, naît un géant antique. Ce géant portera un nom qui engendrera de nombreuses légendes derrière lui. Oz. Je sais que beaucoup de théories existent sur le lien entre Oz et Kaido, je suis également dans cette idée générale, mais je vais essayer d'aller plus loin. Sa naissance à cette période précise n'est pas anodine. Elle insinue très subtilement que son ancêtre direct, qui est son père, a participé à l'intégralité du siècle oublié. Un membre de cette race pouvant vivre bien plus d'un siècle. Les géants que l'on connaît aujourd'hui peuvent vivre plus de 2 siècles, et Oz lui est mort non pas de vieillesse mais de froid, à l'âge de 159 ans. Montrant qu'ils peuvent prétendre à une très grosse espérance de vie, et que le père de Oz a pu vivre tout le grabuge et l'équerre incroyables de ce siècle, et donner par la suite naissance à son fils. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut suggérer une certaine réputation dont jouissait ce géant antique, héros de son clan durant les conflits, et représentant dignement son espèce, qui a sûrement joué un rôle non négligeable. En son honneur, il est possible qu'à sa mort son crâne soit implanté sur une île pour montrer le héros au monde entier. Oui, je parle bien du crâne présent au niveau d'Onigashima. Je vais expliquer les circonstances de sa mort très vite et vous verrez que tout se connecte admirablement bien. Maintenant, parlons de la vie de Oz.
Il a été dit dans le databook ViverCard qu'il a créé un pays en unissant des terres entre elles. Les kanji utilisés font écho à une potentielle existence de ce fameux pays encore aujourd'hui. Il peut être fortement insinué qu'il s'agisse de Wano Kuni, même si ce n'est pas sûr à 100% comme beaucoup le prétendent. Library of Ohara, lors de la traduction, interprète ainsi les kanji, mais il n'y a pas de confirmation totale. Je vais d'ailleurs, pour complexifier le débat, ajouter un petit contre-argument à cette idée, qui est que Wano était déjà à l'époque du siècle oublié un lieu célèbre, connecté au monde entier, et dont la renommée n'était plus à refaire. Or, Oz a vécu après ce siècle, peu après le début de la politique d'isolationnisme. Donc avec ce regard-là, on comprend que Wano n'a pas pu être fondé des mains de Oz, malgré les gros arguments en faveur de cette théorie. Retour au sujet central. Dans le roman de Ace, ce dernier évoquera une légende des Terres Réunies, à laquelle il associe une personne qu'il définit plus grande qu'un géant. Or, les Terres Réunies font de toute logique référence à ce fameux pays créé par Oz. D'ailleurs, dans le chapitre 997, Kaido nous montre une capacité qu'il a à déplacer une île entière sans aucun souci. Il s'agit peut-être ici d'un visuel concret de comment a procédé Oz pour réunir différents territoires entre eux. Même si Wano n'a pas forcément été créé des mains de Oz, ou tout au plus a été agrandi, Onigashima quant à elle n'était pas forcément présente à l'origine. Dès lors, j'arrive sur une étape historique très intéressante à aborder, une guerre entre le clan Kozuki et les géants antiques, opposition entre les samouraïs cherchant à s'isoler du monde et à conserver leur culture, et en face, des barbares recherchant conflit et conquête. Gyukimaru définit le Wano d'il y a longtemps comme ayant pour surnom le pays doré, et que de nombreux pirates et pilleurs ont tenté de s'emparer des richesses du pays. Les géants antiques peuvent faire partie de ces derniers. De par leur proximité directe et leur opposition idéologique, tout nous amène à penser qu'ils se sont menés des guerres incessantes. D'un côté pour éliminer la menace qualifiée de démoniaque, et d'un autre pour annihiler et envahir son territoire. Un nouveau parallèle très très bon se dessine, et si déjà en son temps ce fameux géant antique ayant dirigé son armée durant le siècle oublié, avait déjà la capacité de se transformer en dragon, et avait lancé un jour son assaut sur le pays du soleil levant, jusqu'à faire face au samouraï qui forgera sa légende, Ryuma Shimotsuki. Après avoir été tranché par la lame du samouraï Shusui, il mourra très vite après le coup asséné, et c'est suite à cette mort que son crâne figurera sur l'île d'Onigashima. Retour au chapitre 937. Gyukimaru, dans son discours, précise qu'à l'époque du pays doré associé à Wano, il s'agissait également de l'ère où Ryuma forgeait sa légende, en repoussant la totalité des assaillants de la contrée, qui prouve totalement ce que j'ai proposé juste précédemment avec l'ancêtre de Oz. Dans les mœurs d'un géant, mourir de vieillesse n'est pas honorifique, mais mourir au combat l'est totalement, expliquant pourquoi il se serait lancé sur cette quête jusqu'à y laisser la vie. Désormais, on a juste à se demander comment il se transforme en dragon. Alors soit il y a un Zoan mythologique qui s'hérite d'anciens géants à anciens géants sur chaque génération, jusqu'à ce qu'ils finissent par arriver aux descendants lointains de ces géants, à Kaido. Ou sinon c'est grâce à une caractéristique intrinsèque liée à cette race leur permettant la prouesse de prendre cette forme draconique. Ce qu'on peut également constater d'intéressant, c'est qu'il y a un katana aux côtés du crâne. Vous le savez, dans la culture japonaise, les morts se font enterrer aux côtés de leurs armes. Et cette arme aurait été celle du géant ayant connu Ryuma. Et maintenant, tout va s'éclaircir. Si Kaido avait en réalité pour objectif de mettre fin à la lignée Kozuki, c'est parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir envahir Wano. Sûrement par fierté, l'idée de pouvoir s'installer à Wano pour y faire son règne total ne doit se faire que s'ils ont vaincu l'ennemi. La race s'est inspirée des peuples nordiques, qui avaient la même vision de la guerre, vaincre. Expliquant pourquoi Kaido répète régulièrement qu'il désire mettre fin à cette lignée, et qu'il a mis le plan d'implantation de Onigashima à la capitale, dès la seconde où tous les représentants du clan Kozuki furent vaincus sans exception. Au cours de sa vie, Oz a formé un pays reconnu dans le monde entier comme le lieu rassemblant les pires criminels du monde. Une fois encore, admirez la similitude parfaite. Xebec ayant eu une île similaire où les meurtres entre camarades étaient courants, et maintenant, Kaido qui suit ce schéma exact. Je dois ouvrir une parenthèse pour pas vous égarer sur d'éventuelles fausses routes. Non, Xebec n'est pas un ancien géant, il semble être un pur humain comme le révèle sa taille. Mais il y a cet aspect de criminel dirigeant une armée sanguinaire de semblables pour conquête et massacre. Sur 7 siècles, les héritages concordent entre l'ancêtre de Kaido, le capitaine l'ayant formé, et désormais lui-même à la tête de sa propre armée. Je n'ai pas encore évoqué son enfance, qui peut s'avérer simple. Les anciens géants est une race s'éteignant progressivement, ayant évolué en une nouvelle race comme Ace le dit dans le roman qui lui est dédié. Ils ne sont pas nommés mais pourraient tout simplement être les géants tels qu'on les connaît aujourd'hui au niveau de Elbaf. Kaido aurait été l'un des derniers représentants de son espèce et vécu seul à Onigashima. Jusqu'au jour où ce fameux capitaine accosta sur l'île, prit sous son aile le jeune potentiel. Ce flashback que je propose expliquerait pourquoi il cherche à créer artificiellement des géants antiques.
comme on a vu avec les Numbers. Il aurait le désir de relancer l'espèce et de pas la voir s'éteindre. Troisième partie, nous abordons le présent et envisageons le futur, qu'on a déjà commencé à évoquer dans la fin de la partie 2. Avec la chute totale du clan Kozuki, Kaido n'étant pas au courant que Momonosuke est toujours en lice. En effet, on a une parfaite concordance chronologique avec un Kaido qui est allé affronter les fourreaux rouges juste quelques pages avant la libération de Momonosuke. Je profite que l'on soit dans le présent pour parler d'un nom que vous attendez tous, Marshall D. Teach. Oui, j'ai défini jusque-là Kaido comme héritant de la volonté de Xebec, mais Barbe Noire a lui aussi tout autant des traits communs avec ce pirate. S'étant installé à la ruche, ayant son navire nommé Saber of Xebec, et semble adopter une attitude plus... Ce qui fait que nous avons ici deux potentiels héritiers de Xebec. Ce deuxième s'étant ajouté récemment dans la course au titre de roi des pirates. Dans ma précédente théorie, que je vous recommande évidemment, sur le dernier voyage de Barbe Noire, j'évoque son passage sur l'île du démon, en justifiant les nécessités et avantages qu'il pourrait en tirer. Ici, ce n'est malheureusement pas le sujet central, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la visionner, ça me fera énormément plaisir. Là, on peut aller à supposer l'altercation entre Barbe Noire et Kaido, des deux héritiers ne peut en ressortir qu'un seul. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait le terme à employer pour Teach. Il n'est pas l'héritier de Xebec, mais le futur. Kaido est destiné à chuter à la fin de Wano, c'est évident, et Teach quant à lui est à l'inverse destiné à continuer son périple après la bataille en question. Teach pourrait donc se saisir de cet héritage, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en participant directement voire même en provoquant la chute totale de la bête, l'achevant après que Luffy l'ait vaincu. Après s'être débarrassé de lui, il serait la nouvelle incarnation officielle de ce cruel pirate. On peut ajouter que lorsque Yamato et Momonosuke feront immersion sur le toit, Kaido sera couvert de honte, ayant mis en place le plan du nouvel Onigashima sans avoir éteint la lignée Kozuki avant cela, sans oublier que Iori pourrait apparaître aussi à n'importe quel moment. Je propose cette issue complètement folle, qui justifierait à la fois la victoire de Luffy, et à la fois la défaite logique de Kaido. Il pourrait dans ces derniers instants se laisser faire, perdre volonté de combattre. Il cherchait constamment à se suicider, ce ne serait pas étrange qu'il agisse ainsi. Et dans son dernier souffle, une remémoration de son passé, sa rencontre avec Xebec, et enfin la mort du pirate le plus puissant du monde, One Piece à ce moment-là.